il y a un nombre incalculable de scandales liés au dopage dans le sport. Beaucoup de sportifs cèdent chaque année à la tentation et il faut dire que sur le papier, ça a l'air intéressant. Augmentation de tes capacités physiques, de ta masse musculaire, plus d'endurance, plus de force, etc. Vous vous en doutez, c'est pas aussi beau que ça. Chaque année, le dopage coûte la vie à plus de 1000 sportifs. Et si tu y survis, les conséquences peuvent être dramatiques sur ton corps. Ça, on aura l'occasion d'en reparler, car dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux pires cas de dopage dans le sport. À la fois les cas les plus connus, il y a certaines personnes que vous connaissez forcément dans cette vidéo, mais aussi les plus tragiques. On va commencer par les cas les plus soft pour finir par les plus gros scandales. Et je le précise en début de vidéo, comme ça c'est bien clair, il y aura bien sûr aucun plan d'injection ou des images choquantes, mais forcément il y a certains sujets qui vont être assez trash quoi. Je m'appelle Baptiste et ici on parle d'histoire de sport. Alors commençons sans plus tarder cette vidéo avec la première histoire. Vous allez vite comprendre pourquoi je parle de cette histoire en premier. José Canseco était un joueur de baseball très talentueux. Il a commencé sa carrière en 1985 chez les Oakland Athletics et a rapidement gagné en notoriété grâce à sa puissance de frappe impressionnante. Il avait une force remarquable et il battait les records. C'était un joueur avec un avenir tout tracé. En 1986, un an après le début de sa carrière pro, il remporte le titre de recrue de l'année de la Ligue américaine. Ça va le mettre encore plus au devant de la scène. Il a une image de plus en plus importante dans le baseball. Et ça va continuer. 2 ans plus tard, en 1988, Canseco réalisa une des meilleures saisons de l'histoire du baseball en devenant le premier joueur à réussir 40 circuits et à voler 40 bases. Il bat des records. C'est le nouvel espoir des Oakland Athletics, mais la suite va être plus compliquée. D'ailleurs, je le précise ici avant de rentrer dans le vif du sujet, Canseco c'était un joueur de baseball très populaire aux États-Unis. On s'en rend pas vraiment compte car le baseball en France c'est beaucoup moins visionné et pratiqué, mais je le précise, c'était une star aux US. Il apparaissait à la télé, il y a même son perso dans les Simpsons, mais cette réputation va pas durer. Il arrête sa carrière en 2001 et 4 ans plus tard, il va sortir un livre qui va faire énormément de bruit. Ce livre, c'est une autobiographie de la vie de José. Il y parle de sa carrière, de sa vie de famille, mais c'est pas vraiment ça qui va faire le plus parler. Si son autobiographie a eu autant de succès, c'est parce qu'il va faire énormément de révélations sur une partie sombre de son ancienne carrière. Le dopage. On y vient. José Canseco, variously called the bad boy of baseball or the godfather of steroids. José avoue dans ce livre avoir utilisé des stéroïdes dans une grande partie de sa carrière. Mais c'est pas fini. Il va mettre en lumière l'énorme présence de dopage dans le milieu du baseball. Il va citer beaucoup de joueurs pour qui c'est aussi le cas et il va surtout faire beaucoup de prévention. Clairement, il va dire que c'est pas à faire. Il déconseille toutes ces pratiques et forcément ça va diviser sa communauté de supporters. Certains vont saluer l'honnêteté de Canseco et le pardonner car il met beaucoup d'accent sur la prévention. Son livre a eu un gros impact sur le monde du dopage dans le sport en général. Donc de ce point de vue là, c'est plutôt positif parce que il met en lumière les dérives. Mais forcément, ça va pas être le même point de vue pour tout le monde. Beaucoup de supporters vont être très déçus. Ils ont l'impression d'avoir été trahis toutes ces années. Ils avaient une admiration et une confiance envers Canseco et tout ça s'écroule. C'est pour ça que je voulais parler de cette histoire en premier. À la fois, c'est une des seules histoires de cette vidéo assez soft, dans le sens où il n'a pas eu de grosses complications, il y a bien pire, et aussi parce que c'est un sportif qui a compris ses erreurs et qui a beaucoup œuvré pour la mise en lumière de ses dérives par la suite. C'est encore aujourd'hui un des plus gros, si ce n'est le plus gros scandale de l'histoire du baseball, mais vous vous en doutez, il n'y a pas que dans ce sport que ces pratiques sont présentes. On est maintenant sur le scandale le plus récent de cette vidéo. Colin Chartier était un coureur très expérimenté en triathlon, un sport qui combine natation, cyclisme et course à pied. Ce genre de discipline où il faut beaucoup de cardio, il faut de l'endurance quoi. Connaissez-vous le PO ? Le PO ou érythropoïétine, c'est une molécule très prisée par les coureurs dans tous les sports demandant une certaine endurance. Une fois injectée, elle va augmenter la production de globules rouges pour une meilleure oxygénation du corps. Forcément, avec ça, c'est beaucoup plus simple d'assurer un triathlon. Cette molécule, on en produit naturellement, mais vous vous en doutez, certains athlètes s'en injectent pour booster leur capacité. Évidemment, c'est interdit et ça peut être très dangereux. Hypertension, problèmes respiratoires, neurologiques et de circulation sanguine, ouais, ça vaut pas le coup quoi. C'est considéré comme du dopage et si tu te fais choper au dépistage, la sanction peut facilement détruire ta carrière. Le 10 février 2023, Colin Chartier est contrôlé positif au test EPO. Et tous ses fans tombent de très haut. Là où certains athlètes nient en bloc leur consommation, lui, il va décider d'assumer publiquement dans un texte d'excuses publié sur Instagram. Comme dans l'histoire de Canseco et dans quasi tous les sujets de cette vidéo, ça va diviser. Beaucoup sont déçus, d'autres acceptent ses excuses et continuent de le soutenir. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais maintenant, parlons sanctions. Suite à ce test positif, Colin va prendre 3 ans de suspension.
3 ans où il ne pourra plus participer aux compétitions. Ça paraît beaucoup, mais quand vous allez voir les prochains sujets de cette vidéo, c'est rien du tout. Vous le savez si vous pratiquez un sport, 3 ans sans compète, c'est énorme. Et surtout qu'au-delà de ça, tous ces précédents records sont décrédibilisés. L'année avant ce scandale, Collin avait gagné l'US Open PTO de Dallas et beaucoup vont donc naturellement remettre en question cette victoire. Peut-être qu'à ce moment-là, il était sous EPO et ça n'a pas été détecté. Il n'y a plus vraiment de confiance en fait. À cause de ce scandale et de son interdiction de 3 ans, Collin va finir par laisser sa carrière de triathlon derrière lui. Il se consacre maintenant à la photo et au voyage. Un gros potentiel et un bel avenir dans le triathlon, gâché pour ça, c'est très dommage. Passons maintenant non pas à un sportif mais à un youtubeur que vous connaissez très certainement, GMK. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, il a plus de 2 millions d'abonnés, mais peu savent qu'il a échappé de justesse à la mort. Justement à cause du dopage. D'habitude sur sa chaîne, il sort des vidéos sur sa collection de voitures, mais le 6 novembre 2021, il va poster une vidéo d'une toute autre nature. Le jour où j'ai failli mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant, je l'ai pas fait au début de vidéo, mais il faut que je fasse une parenthèse qui est très importante pour moi. Dans cette vidéo, mon but c'est pas de juger les personnes qui ont eu recours à ces méthodes. Mon rôle aujourd'hui c'est de vous raconter ces histoires et vous faire un peu de prévention en passant parce que ça fait pas de mal. Bref, revenons-en à GMK. Il y a quelques années, son ambition c'était d'avoir un physique énorme, un corps de bodybuilder pro. Il s'est donc mis à la musculation. Il passait régulièrement à la salle et les résultats commençaient doucement à arriver. Trop doucement selon GMK. La musculation a un côté qui peut se révéler très frustrant chez beaucoup de pratiquants. Le fait qu'il faut beaucoup de patience pour voir les premiers résultats physiques. Donc ouais, c'est beaucoup de mental et il faut accepter qu'il va falloir du temps pour atteindre ses objectifs. GMK, lui, il n'était pas satisfait de ses résultats. Il voulait être plus imposant, plus vite. Et dans ces cas-là, vous le savez, ça peut facilement commencer à parler dopage. Il va commencer à prendre des stéroïdes et c'est plus qu'efficace. Il va directement voir et ressentir les résultats. Avec moins d'efforts et en un rien de temps, il atteint le physique de ses rêves. De l'extérieur, c'est beau, c'est propre, mais à l'intérieur, c'est bien pire. Grossièrement, la prise de stéroïdes a pour effet de faire grossir tes muscles. Donc quand tes biceps, tes triceps ou tes mollets gonflent, c'est cool. Mais quand c'est tes organes vitaux, notamment ton cœur qui gonfle, c'est beaucoup moins drôle. GMK va malheureusement tomber dans une addiction aux stéroïdes. Et ça se comprend. Suffit de quelques injections pour avoir des résultats toujours plus fous. Pour lui, ça n'a jamais été aussi simple de prendre du muscle. Et forcément, en muscu, t'as toujours envie d'aller plus loin, de repousser tes capacités physiques, comme dans n'importe quel sport en fait. Quand c'est fait naturellement, c'est super bénéfique, mais avec du dopage, c'est tout le contraire. Dans sa vidéo où il revient sur son expérience, il explique que dans ses périodes de prise, il était facilement irritable. Il s'énervait pour pas grand chose et émotionnellement, c'était les montagnes russes. Ça m'a rendu trop nerveux, ça m'a rendu fou en fait, tu vois. Alors après, je suis pas en train de dire que tous les gens qui prennent ça deviennent fous, mais moi, sur moi, ça m'a rendu complètement hystérique. C'est une des nombreuses conséquences de la prise de stéroïdes, ça augmente la nervosité et les sautes d'humeur. En plus de ça, il était de plus en plus fatigué constamment. Mais ça, c'était loin d'être le pire. Le principal problème dans sa consommation de stéroïdes, c'est qu'il ne se faisait pas suivre par un médecin. Normalement, quand tu te lances dans ce genre de pratique, tu fais des tests de cœur, de pression artérielle, de poumon, tout ça régulièrement. Et je me faisais pas suivre, bien évidemment, par un médecin. Grosse erreur, parce que normalement, tu fais des tests de sang. Pour éviter à tout prix l'overdose. GMK, il n'en avait pas vraiment conscience. Et ça a mené à ça. Je prends ma RS6, donc du coup l'ancienne, je fais un petit tour, mais tu sais, j'étais un peu perturbé, je sentais que j'étais pas dans mon état normal, tu vois. Et après j'arrive au feu rouge, je m'arrête, et d'un coup, je commence à avoir un pic ici. C'est-à-dire c'est comme si on m'attrape le cœur, comme ça, genre j'arrivais plus à respirer, vraiment, ça m'a coupé le souffle, et ça m'a fait une pointe dans le bras, frérot, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, c'est maintenant, frérot. Et après j'ai eu une sensation comme si je m'endormais d'un coup, hyper spécial à expliquer, parce qu'en fait c'est un malaise cardiaque, et c'est comme si je m'endors, mais j'avais un sommeil profond de ouf qui arrive d'un coup, et après tu vois, je reviens, mais je sais pas combien de temps s'est écoulé, mais les gens derrière me klaxonnaient. Grosse douleur au cœur et au bras, malaise cardiaque, ouais c'est chaud. Malgré cette douleur intense, il va réussir à se conduire à l'hôpital et les résultats ne sont pas bons. À cause des stéroïdes, son cœur est beaucoup trop gros et il menace de s'arrêter à n'importe quel moment. Il va être hospitalisé 2 semaines et s'en sortira par chance sans séquelles. Cette expérience lui a beaucoup appris et je trouve sa vidéo très intéressante. Il explique qu'après cet événement, il a évidemment tout stoppé net et il utilise maintenant son histoire pour faire de la prévention. Il assume tout ce qu'il a fait sans tabou et ça c'est le plus important. Mais malheureusement, certaines personnes ne s'en sortent pas.
Ce cas-là, il est vraiment extrême et vous allez voir que l'addiction au dopage peut aller très loin. C'est une histoire assez triste en vrai, mais il faut que je vous en parle. Birgit Dressel était une heptathlète, une discipline assez similaire au pentathlon, combinant pas moins de cette épreuve. 100 mètres haies, soit en hauteur, lancer de poids, 200 mètres, soit en longueur, lancer de javelot et 800 mètres, autant te dire que cette discipline te demande de tout. De la force musculaire et surtout beaucoup d'endurance. En 1984, au JO de Los Angeles, le heptathlon est de la partie. Birgit fait partie des participantes et elle fait 9ème, une perf quand même remarquable. Sauf que ce qui se passe en coulisses, c'est beaucoup moins drôle. Birgit va découvrir les stéroïdes et elle va commencer à en prendre. Elle aussi, elle va faire l'erreur de ne pas se faire contrôler par un médecin, mais pour elle, ça va aller beaucoup plus loin. Voyant que les stéroïdes marchaient très bien sur elle, elle va augmenter la dose et s'essayer à d'autres substances. Mais là, on parle pas que de 3-4 substances, voire, allez, max 10, loin de là, plus de 40. 40 agents chimiques différents et plus de 400 injections tout au long de sa vie, qui d'ailleurs va être très courte. 3 ans après sa participation au JO en 1987, elle va commencer à se plaindre d'une douleur chronique à la hanche. Cette douleur s'amplifie jour après jour, c'est de plus en plus critique. Mais le gros problème, c'est que quand elle va voir un médecin pour expliquer ses symptômes, elle ne parle à aucun moment de sa prise de produits dopants. Donc forcément, c'est difficile pour un médecin de poser un bon diagnostic sans cette information cruciale. Les 2 jours précédant sa mort, elle va se faire consulter par plus de 24 médecins, tout en cachant sa consommation. Et le 10 avril 1987, à seulement 26 ans, elle décède. La raison la plus probable qui expliquerait sa mort serait une destruction de son système immunitaire à cause de l'injection de nombreuses cellules animales indétectables au dépistage. C'est allé jusqu'à là. On est vraiment sur une des histoires les plus tristes de cette vidéo. De voir à quel point l'addiction aux produits dopants peut aller loin, ça fait froid dans le dos. Maintenant, parlons de cas moins tragiques mais bien plus connus. On va rentrer dans des sujets que vous connaissez certainement, des cas qui sont à l'origine des plus grosses controverses dans l'histoire du sport. On passe maintenant à un des scandales qui a fait le plus de bruit de cette vidéo. Vous allez voir, c'est allé très loin. Petite parenthèse vite fait, je pose ça là. Si t'aimes les histoires de sport comme celle-ci, je t'invite à t'abonner. Ma chaîne, elle est dédiée à ça et 90% d'entre vous ne le font pas, donc voilà, je le précise. D'ailleurs, je prévois aussi de faire un épisode 2 sur les pires cas de dopage. Donc à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à m'en suggérer en commentaire. Bref, passons dès maintenant au cas de Ben Johnson. Ben, c'était un coureur très performant. Sa spécialité, c'était le 100 mètres et il excellait dans ce domaine. Lors des JO de Los Angeles de 1984, le même que dans l'histoire de Birgit d'ailleurs, Ben va faire une très belle performance. Il gagne 2 médailles de bronze cette année-là, une en 100 mètres et une en 4 x 100 mètres. Mais c'est pas fini. Son niveau ne cesse d'augmenter et son nombre de médailles aussi. Il va finir champion du monde d'athlétisme en 100 mètres en 1987 aux mondiaux de Rome. Cet événement va vraiment booster sa carrière. Il bat le record du monde du 100 mètres en 9 secondes 83, battant d'1/10 le précédent record du célèbre Calvin Smith de 9 secondes 93. Bref, vous avez bien compris que Ben Johnson était au sommet de son art à ce moment-là. Sauf que vous vous en doutez, sinon j'en parlerai pas ici, Johnson a une face bien cachée. 1988, Jeux Olympiques de Séoul, c'est l'heure de l'épreuve du 100 mètres. Et Ben Johnson est attendu au tournant. Maintenant qu'il est champion du monde, tout le monde en attend beaucoup de lui. La pression s'accumule, il sait qu'il va devoir surperformer pour ne pas décevoir son public et battre à nouveau son record du monde. Tous les coureurs sont sur la ligne de départ, dont Carl Lewis, une vraie légende de l'athlétisme. À cette époque, il y avait une vraie rivalité qui s'était créée entre le camp Johnson et le camp Lewis. D'ailleurs, retenez bien cette info pour la suite. Coup de feu, la course commence. Ben fait un très bon départ et il va vraiment dominer toute la course. Et le meilleur pour la fin, il bat son record du monde avec 9 secondes et 79 centièmes. Et chez les fans du camp Johnson, c'est l'euphorie. Ils ont prouvé une fois de plus que Johnson était meilleur que Lewis. Mais la fête pour eux sera de courte durée. Le stanozolol, c'est ce qu'on retrouvera dans le test de dépistage de Ben après sa course. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une substance encore une fois catégorisée comme stéroïde et ses 3 effets principaux sont les suivants: développement de la masse musculaire, augmentation de la production de globules rouges et meilleure densité des os. 3 effets qui peuvent vraiment faire la diff lors d'un sprint. Mais l'histoire est loin de s'arrêter là. C'est le début de la descente aux enfers. Son record de 9 secondes 79 sera évidemment annulé, mais aussi celui de 9 secondes 83, son précédent record. Il va aussi prendre 2 ans de suspension, se faire virer à vie de l'équipe canadienne et son palmarès tombe doucement à l'eau. Comme pour les autres histoires, la confiance ici, elle est brisée. Mais Ben Johnson ne va pas affirmer qu'il s'est dopé.
Et qu'est-ce qu'il va dire au lieu de ça? Il va accuser Carl Lewis et son équipe d'avoir monté un plan contre lui et de l'avoir drogué à son insu. Et il affirme avoir été victime d'un sabotage de leur part pour le faire disparaître des classements. Là forcément, gros retournement de situation, ça va amplifier les tensions entre les supporters de Johnson et ceux de Lewis, chaque partie accuse l'autre, bref c'est un bordel. Mais finalement, il assumera plus tard que oui, il avait triché. Il s'était dopé de lui-même et c'était loin d'être la première fois. Il révèle qu'à partir de 1981, son entraîneur et lui avaient fait le choix d'utiliser des drogues pour atteindre de meilleures performances. Ça faisait déjà plus de 7 ans et son histoire est pas encore finie. Ce scandale va être le point de départ d'une véritable chasse aux sorcières dans le milieu de l'athlétisme et les découvertes que vont faire les inspecteurs dépassent l'imaginable. En réalité, sur le podium du 100 mètres de 1988, Ben Johnson, Carl Lewis et le troisième Linford Christie, tous seront finalement contrôlés positifs plus tard. Et c'est loin d'être les seuls. Énormément de coureurs vont tomber à cette période. Encore aujourd'hui, c'est un des plus gros scandales dans le milieu de l'athlétisme. Et ça se comprend. Ça devait être dur d'être fan d'athlète à l'époque. Ben Johnson, quant à lui, va essayer de relancer sa carrière de 91 à 93, sans grand succès. Et en 2013, il participa à une campagne de prévention contre le dopage. Ça c'est cool. Une chose est sûre, son histoire a créé un bordel monstre qui a permis de faire un peu de nettoyage parmi les athlètes, mais il n'y a pas que cette histoire qui a fait beaucoup de bruit. Le cas de Lance Armstrong va aussi faire couler beaucoup d'encre. Lance, sa spécialité, c'est le cyclisme. Il a un palmarès juste énorme, je vous laisse le screen à l'écran. Il a gagné un nombre incalculable de médailles, de trophées, de distinctions. Mais si vous regardez bien, en haut de la page, il y a marqué palmarès valide. Ça sent pas bon cette histoire. Ça veut donc dire qu'il a aussi un palmarès invalide? Descendons la page pour en savoir plus. Ah ouais, il y a presque autant de records annulés que validés. Et si on regarde bien, toutes ces compétitions d'après 1998 lui ont été annulées. C'est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça aille aussi loin? Déjà, faut savoir qu'il y a énormément de choses à dire sur Lance Armstrong, si bien que je pense faire une vidéo dédiée à son histoire. Il y a énormément d'informations à son sujet et c'est super intéressant. Ici, on va s'attarder qu'à la partie addiction de son histoire, mais si vous voulez une vidéo entière sur lui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que ça peut être plutôt cool. Lance a très bien débuté dans le cyclisme. Il finit 3e au championnat des États-Unis sur route en junior, puis plus tard premier en amateur et enfin premier en pro. S'ensuit une liste de victoires et de podiums longue comme le bras, mais il va être surtout connu pour une chose, le Tour de France. Quand tu penses à Lance Armstrong, tu penses directement au Tour de France. Entre 1999 et 2005, il remporte 7 Tours de France d'affilée. Il n'y avait plus aucun suspense, c'était une véritable machine. Son endurance, elle était irréelle et il y avait un vrai fossé entre ses capacités et celles des autres athlètes. Il avait un succès énorme, beaucoup de fans, beaucoup de sponsors, etc. Mais ça va pas durer. Beaucoup de personnes vont commencer à suspecter une utilisation importante de produits dopants chez Lance, et ce dès 1999 où il sera contrôlé positif aux corticoïdes, encore une fois des stéroïdes. Le 23 août 2005, le journal L'équipe va sortir un article qui fera l'effet d'une bombe. Le mensonge Armstrong. Rien que ça. Dans cette enquête, le journaliste Damien Rescio va affirmer que Lance s'est bel et bien dopé avec de l'EPO en 1999. L'EPO, on en parlait tout à l'heure, c'est surtout efficace pour l'endurance. Je vais pas rentrer dans tous les détails de l'enquête parce que cette affaire a vraiment duré des dizaines d'années. En fait, il a fallu énormément de temps aux enquêteurs pour prouver sa culpabilité. Pour Damien Rescio, ses conclusions sont formelles. Lance s'est dopé. Mais lui, il n'avoue rien. Il remet en question les tests, il va même jusqu'à tenter de porter plainte contre le journal jusqu'à finalement se désister. Il nie en blog et ce pendant plus de 13 ans. On parle d'une affaire très longue, mais vous vous en doutez, il peut pas garder ce secret indéfiniment. L'étau se resserre de plus en plus pour lui. Le 13 juin 2012, l'agence américaine antidopage ouvre une procédure contre Lance Armstrong et lui adresse une lettre. Les enquêteurs affirment avoir des témoignages d'anciens coéquipiers d'Armstrong attestant qu'il avait eu recours au dopage de 1998 jusqu'en 2005. Face à ces procédures et à ces preuves, il ne peut plus le nier, c'est la fin du mensonge Armstrong.
Reconnu coupable de dopage, Lens est sanctionné le 22 octobre 2012 par l'Union cycliste internationale. Elle lui annule tous ses titres obtenus depuis le 1er août 98, dont les 7 Tours de France de son palmarès, et il se retrouve radié à vie. C'est facilement celui qui s'est pris le plus de sanctions dans cette vidéo. Ce scandale a fait couler beaucoup d'encre. On parle d'une affaire qui a duré plus de 13 ans et je pense vraiment qu'une vidéo complète sur l'histoire de Lance Armstrong serait super intéressante. Le dopage n'épargne aucun sport. Entre danger physique et fin de carrière prématurée, cette pratique fait énormément de ravages. Encore une fois, je ne porte aucun jugement sur tous ces sportifs, c'est très important à comprendre. Si t'aimes bien ce format d'histoire, j'en ai fait une sur les compétitions les plus dangereuses et une sur les pires accidents du sport extrême. J'ai évidemment pas pu parler de tous les cas de dopage les plus célèbres, donc n'hésitez pas à me suggérer d'autres cas de dopage que vous connaissez. En attendant, portez-vous bien, à samedi prochain comme d'habitude pour un nouveau docu, et puis moi je vous dis à plus tout le monde.